Bienvenue dans ce nouvel épisode qui clôture la thématique de la semaine sur ce phénomène étrange et pourtant très instructif de la ressemblance entre patient et thérapeute. Si c'est pas déjà fait, retrouve les posts de la semaine sur Instagram à @lejardindupsy, c'est là où je suis la plus active, mais tu peux aussi les retrouver sur Facebook ou sur LinkedIn. Alors tu l'as peut-être déjà remarqué, quand on commence à exercer en tant que psychothérapeute, on attire souvent le même type de patient. Même thématique, même blessure, même rapport au monde. Bien évidemment, il y a des différences, mais il y a des similitudes qui sont significatives. Et c'est pas une simple coïncidence. Dans cet épisode, je te propose d'explorer ce phénomène fascinant, le lien entre notre propre histoire et celle de nos patients. Et surtout, ce que ce lien peut nous apprendre sur notre posture de thérapeute. Donc reste jusqu'au bout pour découvrir tout ça. On peut appeler ça des phénomènes de résonance, on peut parler d'identification projective, une fois en thérapie, on peut parler d'ondes ou d'énergie, peu importe le champ d'étude, peu importe les mots utilisés, on a encore du mal à en comprendre le fonctionnement et pourtant, la réalité nous le montre à maintes reprises. Même les neurosciences affectives parlent et étudient ce qu'ils appellent un dialogue cerveau droit à cerveau droit. Pas de mots, pas de contenu manifeste, juste du latent, de l'impalpable, de l'invisible. Comment expliquer que les patients, sans connaître en personne les thérapeutes, choisissent l'un plutôt que l'autre avec des descriptions sensiblement similaires? C'est notamment pour cette raison qu'on parle de communication invisible, mais puissante. Elle se fait très probablement d'inconscient à inconscient, de vécu à vécu. C'est d'ailleurs tout l'objet des études en neurosciences affectives sur la communication cerveau droit, cerveau droit. Cette communication, elle ne passe donc pas uniquement par les mots, ni même le non-verbal en mouvement, puisque la rencontre n'est pas encore faite. Bien sûr, certains éléments extérieurs peuvent induire la prise de décision, prendre rendez-vous avec tel ou tel thérapeute, la présence ou non d'une photo, la qualité de la photo au sens professionnel, entre guillemets, la présence ou non d'une description détaillée, d'un site web, la qualité de la rédaction, les mots choisis par le thérapeute pour décrire son métier, sa vision propre et singulière de la thérapie et de comment il travaille, le tarif et la localisation bien évidemment, et les éventuelles spécialisations, surtout que la surspécialisation des thérapeutes fait encore rage aujourd'hui. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je ne suis pas forcément pour la surspécialisation. Mais force est de constater que, malgré tous ces éléments, les profils de patients vont malgré tout être particuliers et parfois pas du tout en lien en plus avec la spécialisation en question ou la façon de travailler officielle, c'est-à-dire affichée publiquement du thérapeute. Et ces profils de patientèle différents vont permettre de mettre en lumière des phénomènes de résonance propres au couple thérapeute-patient, donc le thérapeute il est bien dedans dans ce duo. Heureusement, ce n'est pas 100% de la patientèle, normalement. Et si c'est le cas, il faut vite aller en supervision parce que ça veut probablement dire que nos sujets personnels en tant que personnes exerçant la thérapie ne sont pas du tout ou pas du tout suffisamment réglés et qu'ils attirent des personnes similaires, un peu comme un aimant. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. C'est donc un phénomène d'attirance entre problématiques mutuelles et ça se fait à distance, sans parole, sans contact réel. Alors même si ton site est bien fait, même si tu déclares accompagner tout type de public ou au contraire que tu es spécialisé dans telle ou telle situation, il y a de fortes chances pour que tu attires des patients qui te ressemblent ou du moins qui t'amènent des enjeux similaires aux tiens. C'est ce qu'on appelle la résonance. Elle n'est pas toujours confortable puisque ça vient bien évidemment nous forcer à regarder ce qui résonne en nous, nos propres sujets, nos propres problématiques et parfois c'est des problématiques qu'on a laissées en friche parce qu'il y a des sujets qu'on pensait avoir réglés ou qu'on a soigneusement mis de côté et que les patients viennent réactiver. Parce qu'il y a des endroits de notre histoire qu'on n'a pas encore suffisamment visités, compris, digérés, transmutés, et les patients viennent mettre en lumière tout ça, sans phare, sans détour. Plus on a laissé en friche certains pans de notre vie, plus les patients qui portent ces mêmes blessures viennent potentiellement frapper à notre porte. D'ailleurs, des fois, c'est des phénomènes de similarité, mais des fois, c'est aussi des phénomènes de complémentarité. C'est pas nécessairement des problématiques qui collent exactement à nos problématiques. Ça peut être aussi la problématique qui répond à notre problématique. Là, je pense par exemple à des enjeux de dépendance affective, de vulnérabilité à l'emprise. Il y a de fortes chances que certains patients viennent nous voir en thérapie avec des traits pervers ou des traits d'emprise ou des traits narcissiques par exemple. Et pourtant c'est pas une punition. On pourrait croire comme ça, mais c'est pas une punition. On pourrait dire que c'est une invitation
de l'univers, du lien, du hasard, peu importe comment on l'appelle, mais une invitation à reprendre un temps pour regarder, pour re-regarder ces sujets-là, en nous d'abord, pour traverser un peu mieux, un peu plus loin, pour transformer ce qui a besoin d'évoluer, pour grandir personnellement et créer plus d'espace pour notre patient. Notre posture, elle s'en verra enrichie de nos découvertes personnelles sur ces chemins-là. Elle se verra enrichie de clarté, d'écoute, sans trop de parasitage, de disponibilité émotionnelle aussi, et pourquoi pas d'éventuelles voies de résolution. Bien qu'il ne faille pas tomber dans la projection et dans le collage type moi j'ai fait ça, donc c'est aussi ça que tu dois faire toi patient. Mais si on n'en est pas conscient, ou qu'on ne s'en saisit pas pour se remettre au travail, on peut vite se retrouver débordé, piégé, mal à l'aise, voire envahi dans le contre-transfert, ou encore pire, créer une simili-posture thérapeutique alors que ce qui se jouerait vraiment et bien souvent implicitement et potentiellement inconsciemment et que l'on attendrait de notre patient qu'il soigne ce qu'on n'a pas guéri en soi, un peu comme si on vivait par procuration. Et ça peut être vraiment problématique, mais malheureusement c'est répandu aussi dans la psychologie, dans la thérapie. Mais bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est problématique. Ce que j'ai observé chez moi, chez mes collègues, chez les professionnels que j'accompagne, c'est que plus on travaille sur soi, plus notre patientèle se diversifie et plus on est compétent aussi. Et à vrai dire, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. On me l'avait dit déjà quand j'ai commencé ma pratique en libéral, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des formateurs et des superviseurs informés et formés, notamment aux facteurs d'efficacité des thérapeutes, et non pas des thérapies, hein, là on parle bien des compétences professionnelles, de ce qui différencie les bons thérapeutes des très bons thérapeutes, mais aussi des moins bons thérapeutes. Et je n'ai eu qu'à le constater en fait, avec ma propre patientèle d'abord, puis avec mes supervisés, puis avec mes salariés qui travaillent aussi en tant que psychothérapeute dans le centre de l'espace de l'aide que j'ai créé en 2023. On passe d'une forme de redondance, en fait, à une plus grande richesse. Les profils s'élargissent, les problématiques se diversifient, les modalités d'accompagnement aussi, et bien évidemment notre posture. C'est aussi ça qu'on va avoir besoin de regarder, comment nous, on accueille plus ou moins bien les problématiques qui arrivent. L'idée, c'est pas de se dire si j'ai des enjeux de dépendance affective en tant que thérapeute, enfin perso, c'est pas de se dire le jour où je n'aurai plus jamais de traits pervers ou de traits narcissiques ou de traits propres à l'emprise chez un patient en face, ça veut dire que je suis ultra compétente. Non, bien évidemment que non. Mais ça va être aussi comment on les accompagne, comment on se laisse contaminer ou pas, quelle posture on adopte face à ces patients, etc. Et c'est ça qui va générer l'élargissement, la diversité de notre patientèle. Mais ça va pas faire disparaître pour autant les problématiques qui sont plus en résonance. Et ça, c'est un vrai marqueur de progression professionnelle. De ces marqueurs-là qui sont en creux, qu'on ne peut pas rusher, pour lesquels on ne peut pas vraiment se former d'ailleurs, parce qu'il s'agit bien de travailler sur soi, de rester conscient de tout ce qui se joue, et parfois sans filtre dans notre posture de thérapeute. Ceci étant dit, je reste convaincue que l'engagement dans des formations continues, dans des supervisions, nous oblige non pas seulement à se former si c'est des formations et à engranger des connaissances, mais à se re-questionner sur tous ces sujets. Écouter, suivre des formations en psychothérapie, quand elles ne sont pas orientées purement théorie et transmission de connaissances pures, ça crée bien souvent aussi des phénomènes de résonance. Ce que j'entends en formation me fait penser à certains de mes patients, certes, mais me fait aussi penser à moi. Moi dans ma casquette de thérapeute, mais moi aussi dans ma facette humaine et personnelle, qui peut d'ailleurs induire ou entretenir telle ou telle chose dans la thérapie avec ses patients. C'est aussi ce qu'on peut appeler la gestion du contre-transfert, qui est une vraie compétence thérapeutique, qu'on peut mettre en travail d'ailleurs dans ce qu'on appelle aussi la pratique réfléchie, mais qu'on se comprenne bien, même si on met tout ça en place, ça veut pas dire qu'on ne va plus jamais être dérangé, touché ou remué par un patient. Mais on ne sera plus englouti. On pourra tenir la position méta sans s'anesthésier, en restant incarné, vivant, traversé, parfois intensément, mais sans jamais perdre de vue la différenciation entre soi et l'autre, donc entre le thérapeute et le patient, sans jamais plus tomber non plus dans le fameux j'y arrive déjà pas moi-même, heureusement qu'il le sait pas le patient, mais comment je pourrais bien l'aider à s'en sortir si moi j'y arrive pas. Parce qu'en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir. Et heureusement, vous imaginez, si un thérapeute avait besoin de vivre, survivre et sortir vainqueur de toutes les problématiques de chacun de ses patients, ce serait un enfer comme histoire de vie. C'est impossible et inhumain de traverser chaque épreuve, chaque enjeu de chaque patient.
Et c'est pas ça qui fait qu'on devient un excellent thérapeute. Si tu veux aller plus loin, je ne peux que te conseiller l'excellent ouvrage How and Why Some Therapists Are Better Than Others, Understanding Therapist Effect de Louis G. Castonguay et Clara E. Hill. Je te mettrai la référence aussi dans la description, il n'y a pas de partenariat, hein. C'est une référence que tu peux aller voir. Et si ça te donne envie de trouver une formation qui contient tous les éléments pour ce genre de réflexion, alors la formation psychothérapie intégrative Comprendre, ressentir, agir te tend les bras. J'ai mis vraiment l'essence de tout ce qui permet de garder toute sa clarté dans le processus thérapeutique, d'avoir une posture ajustée et incarnée et d'intervenir auprès de ton patient de manière pertinente et respectueuse de son rythme, mais sans tomber non plus dans de la complaisance pour autant. Donc je te mettrai le lien en description aussi si tu veux la retrouver facilement, sinon tu peux aller aussi sur le site l'espacedel'aide.com, il y a toutes les formations disponibles. Et à venir d'ailleurs. Alors, je t'invite, si tu pratiques déjà la psychothérapie, à jeter un regard réflexif sur ta patientèle. Mais un regard ouvert, curieux, non jugeant surtout, car il s'agit pas de faire notre procès interne pour se dire qu'on ne devrait pas être psy si on n'a pas résolu telle ou telle chose, mais plutôt de se recentrer dans une vision évolutive, sans fin et réjouissante de ce fait, de la thérapie, y compris de la sienne. Donc tu peux t'aider de quelques questions pour soutenir cet état des lieux de ta patientèle, quelles thématiques reviennent souvent, quels profils te touchent le plus, ou au contraire te mettent en inconfort. Ça peut être des très bons points de départ pour t'approcher de ta compétence en termes de gestion de contre-transfert et de cibler les éventuelles résonances qui se baladent dans tes suivis. Petit disclaimer, il n'existe quasi aucune situation, ni thérapeutique ni sociale d'ailleurs, où aucune résonance ne se met en place. C'est simplement que certaines sont plus discrètes ou invalidantes que d'autres. Donc cherche bien, tu trouveras bien un fil conducteur, et si tu as besoin ou envie de te sentir accompagné là-dedans, rien de mieux qu'une supervision. Donc si tu n'as pas encore de superviseur, c'est peut-être le moment de te mettre en quête de ton superviseur à toi. Je ne peux que te conseiller de chercher un superviseur qui est à la fois à l'aise avec un format de supervision dite clinique, donc c'est ce qui est le plus classique. On parle d'un cas de figure pour aider l'accompagnement d'un patient en particulier, et avec un format de supervision dit didactique. Donc c'est-à-dire sur des enjeux plus transversaux qui pourront te servir pour plusieurs patients, voire pour l'intégralité de ta patientèle. Et ça peut aussi concerner des sujets tels que la légitimité de notre posture et l'identité professionnelle, et ça peut, je dirais même que toute supervision devrait inclure ces questions de gestion du contre-transfert, de conscience de ses propres enjeux, de tremplin pour pouvoir observer le miroir que les patients nous proposent là, voire nous imposent parfois. La supervision, elle n'est pas là pour remplacer la thérapie personnelle, mais pour soutenir ce lien entre pro et perso. Parce que tous ces indicateurs sont très précieux, non pas pour culpabiliser, mais pour cheminer, pour progresser. Et c'est en cela que notre métier est si particulier, à mon sens, hein. Il fait de notre transformation personnelle un énorme levier d'efficacité professionnelle. Si tu recherches en ce moment un superviseur, ou si tu te dis que ce serait un bon moment pour toi de tester ce genre de soutien professionnel, tu peux me contacter pour qu'on puisse échanger ensemble si tu le désires. En ce moment, je peux accepter de nouveaux supervisés, donc profites-en. Et si tu as un doute, tu peux aussi réserver un créneau de 30 minutes sur la boussole avec moi. C'est totalement gratuit, c'est simplement pour qu'on se rencontre, que tu puisses m'expliquer ce que tu attendrais ou ce que tu imagines d'un travail de supervision si tu n'en as pas déjà fait, et que je puisse t'expliquer comment moi j'ai l'habitude de travailler dans ce cadre-là, si je peux répondre à tes attentes, et comment nous pourrions mettre ça en place si tu le désires. Je te mettrai aussi le lien de la boussole dans la description pour que ce soit plus simple. Conclusion de cet épisode, nos patients nous choisissent autant qu'on les choisit, parfois même plus d'ailleurs. Et ce qu'ils viennent vivre avec nous, ce qu'on vit avec eux, peut vraiment devenir un véritable laboratoire d'humanité, d'intégration et de croissance. Et pas seulement pour eux, là je pense que vous l'aurez compris, mais aussi pour nous, thérapeutes. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail. Et si tu veux aller plus loin en toute autonomie, tu peux aussi retrouver toutes les formations en ligne dans le lien que je mettrai aussi en description. Justement, on y aborde ce type de thématique à la croisée entre posture, processus, transformation. Et toutes les formations proposent aussi d'ailleurs des espaces dédiés d'échange entre apprenants, et avec moi bien sûr, et des lives selon les questions et retours que j'ai. Donc tu pourras aussi profiter de l'interactivité de la formation si tu le désires, bien évidemment. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!